Nous sommes à 30 mètres sous les sables brûlants de Saqqara, plongés dans une obscurité qui semble absorber la lumière même des lanternes. L'air est dense, presque solide, chargé du poids de millénaires et d'un silence qui incommode les oreilles. Devant vous, émergeant des ombres comme un léviathan endormi, repose un bloc monolithique de granit rose qui défie non seulement la compréhension historique, mais les lois mêmes de la physique telles que nous les connaissons. Nous ne parlons pas de briques ou de statues ornementales. Nous sommes devant une boîte massive, une seule pièce de pierre sculptée avec une précision qui ferait envie à un laboratoire d'optique moderne, pesant environ 70 tonnes. Et sur elle, un couvercle tout aussi massif de 30 tonnes. Ensemble, ils forment un ensemble de 100 tonnes de roches cristallines dures extraites d'une carrière à plus de 800 km de distance. Vous touchez la surface et vos doigts glissent comme s'il s'agissait de verre mouillé. C'est froid, parfaitement lisse, et cela reflète la lumière de votre lanterne avec une clarté troublante. Le récit officiel, celui que vous trouvez dans les manuels scolaires et les brochures touristiques aseptisées, dira que c'est un tombeau. Ils diront qu'il a été fait pour enterrer des taureaux sacrés, les bœufs apis, durant la période tardive de l'histoire égyptienne. Ils diront que des hommes avec des ciseaux en cuivre et des marteaux en pierre, travaillant à la lumière de torches vacillantes dans un tunnel où tiennent à peine 3 personnes côte à côte, ont coupé, transporté, poli et positionné ces monstruosités géologiques. Mais regardez autour de vous. Regardez l'espace confiné de ce couloir souterrain. Regardez le sol irrégulier en calcaire. Et ensuite, regardez à nouveau le sarcophage. Les mathématiques ne collent pas. La logistique est impossible. Et la présence de cet objet ici, dans ce trou, est une insulte à notre intelligence. Ce que nous allons disséquer ici n'est pas de la mythologie, c'est de l'ingénierie inverse d'une scène de crime archéologique. Pour comprendre l'ampleur de ce qui est devant nous, nous devons d'abord écarter l'arrogance du présent, cette notion que nous sommes le sommet de l'évolution technologique. Si nous essayons de reproduire ce qui existe dans ces galeries aujourd'hui, en utilisant notre technologie de pointe, nous ferions face à un cauchemar logistique. Déplacer 100 tonnes en terrain découvert est déjà une tâche pour des grues hydrauliques spécialisées. Déplacer 100 tonnes à l'intérieur d'un tunnel souterrain creusé dans la roche vive, descendant des rampes, prenant des virages à 90 degrés dans des couloirs qui, à certains endroits, n'ont que quelques centimètres de jeu sur les côtés de la pierre, est quelque chose qui frise l'inconcevable. Il n'y a pas de place pour des leviers. Il n'y a pas de place pour des poulies de grande taille. Il n'y a pas de place pour que des centaines d'esclaves tirent des cordes. Si vous placez 200 hommes ici dedans, ils mourront étouffés ou écrasés avant de déplacer cette boîte d'un seul centimètre. Et pourtant, elles sont là. Pas seulement une, mais plus de 20. 24 boîtes de granit, de syénite et de diorite, certaines des roches les plus dures de la planète, alignées dans des alcôves latérales comme des serveurs dans un centre de données moderne. Comment ont-ils fait cela? L'archéologie traditionnelle hausse les épaules et murmure « fanatisme religieux », comme si la foi était capable d'annuler la gravité et le frottement. Mais la pierre ne ment pas. La pierre garde les cicatrices de sa fabrication, et ce que nous voyons au Sérapéum ne sont pas des marques d'outils primitifs. Ce que nous voyons ici est la signature incomparable d'une technologie perdue, une capacité de manipulation de la matière qui a été oubliée ou, pire, délibérément occultée de la chronologie humaine. Approfondissons la question de la précision, car c'est ici que l'argument de l'outil en cuivre se désintègre complètement. Le granit rose d'Assouan a une dureté entre 6 et 7 sur l'échelle de Mohs. Le cuivre et le bronze, les métaux prétendument disponibles pour les Égyptiens dynastiques, ont une dureté de 3 à 4. Essayer de couper du granit avec du cuivre, c'est comme essayer de couper du bois avec un morceau de polystyrène. Le cuivre se déforme, s'use, et le granit reste intact. L'Académie suggère l'utilisation de sable de quartz comme abrasif dans un processus d'usure lent et agonisant qui prendrait des décennies pour terminer une seule boîte. Mais cette théorie ignore la finition. Lorsque des ingénieurs et des métrologues modernes, comme Christopher Dunn, ont apporté des instruments de précision à l'intérieur du Sérapéum, ce qu'ils ont trouvé était effrayant. Les surfaces internes de ces boîtes ne sont pas seulement plates. Elles sont plates avec une tolérance de 2 millièmes d'un pouce. C'est l'épaisseur d'un cheveu humain divisé en 3.
Si vous placez une règle de précision contre la paroi interne de l'un de ces sarcophages et allumez une lanterne derrière elle, aucune lumière ne passera. Aucune. Des coins parfaitement vifs, à 90 degrés exacts, où les trois surfaces se rencontrent en un sommet absolu. Comment faites-vous cela dans le noir? Comment maintenez-vous ce niveau de contrôle qualité en travaillant manuellement, à l'intérieur d'une boîte en pierre, en respirant de la poussière de silice, sans instrument de mesure laser? La réponse honnête, la réponse qui terrorise les égyptologues conservateurs, est que vous ne le faites pas. Vous n'obtenez pas ce résultat avec la main humaine. C'est de l'usinage. C'est le résultat d'outils motorisés, guidés par un type de système de stabilité que nous ignorons. Et ensuite, nous avons le mystère du couvercle. Le couvercle n'a pas été simplement posé dessus. Il a été conçu pour sceller hermétiquement l'intérieur. La partie inférieure du couvercle et le bord supérieur de la boîte possèdent des coupes complémentaires, des courbes complexes qui s'emboîtent avec une telle perfection que, une fois fermé, l'air est expulsé. Un vide se crée. Si l'intention était seulement de protéger une momie de bœuf, une dalle lourde suffirait. Mais ici, nous voyons une ingénierie d'étanchéité qui rappelle des conteneurs de déchets nucléaires ou des chambres de biosécurité. Pourquoi sceller un bœuf mort avec une précision de laboratoire? La réponse officielle s'effondre encore plus lorsque nous regardons l'histoire de la découverte. Quand Auguste Mariette, l'égyptologue français, qui a redécouvert le Sérapéum en 1850, a utilisé de la dynamite pour ouvrir l'une des boîtes qui était encore intacte et scellée, qu'a-t-il trouvé? De l'or? Des bijoux? La momie sacrée du dieu Apis? Non, il a trouvé le vide. La boîte était vide. Seul de l'air vicié d'il y a des millénaires s'est échappé lorsque le seau a été rompu. Dans d'autres, on a trouvé des fragments d'os broyés et du bitume, un mélange chaotique qui ne correspond pas au rituel de momification égyptien, qui cherchait à préserver la forme du corps pour la vie après la mort. Pourquoi construire un coffre indestructible de 100 tonnes, le transporter sur 800 km, le descendre dans un labyrinthe impossible, le polir avec une précision optique, juste pour le laisser vide ou rempli de bitume informe? La fonction ritualiste est un masque, une étiquette paresseuse collée sur un artefact qui crie fonctionnalité technique. Le Sérapéum ne ressemble pas à un cimetière. Il ressemble à une installation. La disposition des boîtes, la géométrie des tunnels, l'acoustique étrange qui réverbère lorsque vous émettez un son là-dedans, tout suggère un but utilitaire qui échappe à notre compréhension ritualiste primitive. Regardons-nous la carcasse d'une machine gigantesque abandonnée. Ces boîtes seraient-elles des condensateurs, des batteries d'un certain type ou des chambres de résonance? L'idée semble absurde si vous êtes prisonnier du dogme selon lequel la civilisation évolue en une ligne droite et ascendante, des hommes des cavernes jusqu'à nous. Mais si vous acceptez la preuve physique, la pierre dure et froide, vous êtes forcé de considérer qu'il y a eu un temps, bien avant les pharaons que nous connaissons, où une civilisation différente marchait sur ces sables. Une civilisation qui ne voyait pas le granit comme un obstacle, mais comme une matière première malléable. Une culture qui possédait ce que nous appelons la technologie, mais qui fonctionnait peut-être avec des principes physiques différents des nôtres. Le Sérapéum est un anachronisme, un objet hors de son temps, un opart monumental qui a été approprié, gribouillé et réutilisé par des cultures postérieures qui, tout comme nous, le regardaient avec effroi et peur. Observez les inscriptions. Sur certaines de ces boîtes, nous voyons des hiéroglyphes grossièrement grattés sur la surface polie. La qualité de l'écriture est infiniment inférieure à la qualité de la boîte elle-même. C'est comme voir un graffiti fait avec un tournevis sur la carrosserie d'une Ferrari. Les universitaires utilisent ces gribouillages pour dater la construction. Ils disent « Regarde, ici est le nom d'un pharaon ptolémaïque. Donc, la boîte a été faite à l'ère ptolémaïque. » Mais c'est une erreur de logique primaire. Si j'écris mon nom sur les pyramides aujourd'hui, cela ne signifie pas que je les ai construites. Cela signifie juste que j'étais là. La divergence entre la précision de la fabrication des boîtes et la crudité des inscriptions est la preuve définitive de la réutilisation. Ceux qui ont écrit sur les boîtes n'avaient pas les outils pour les créer. Ils ont trouvé ces monolithes, vestiges d'un âge d'or oublié, et ont essayé de les revendiquer pour eux, pour leurs dieux, dans une tentative désespérée de se connecter avec le pouvoir des dieux ancestraux.
Mais le mystère s'approfondit lorsque nous sortons des boîtes et regardons le tunnel lui-même. La géologie de Saqqara est instable. Creuser un complexe de cette taille sans que le plafond ne s'effondre exige une connaissance avancée de la distribution de charges et de l'ingénierie structurelle. Et pourtant, il est là, supportant le poids du désert au-dessus depuis des milliers d'années. Marchons plus profondément dans cette obscurité. Il y a un détail dans la géographie de ces tunnels qui est souvent ignoré, mais qui détruit toute théorie conventionnelle de transport. Imaginez que vous déplacez un grand canapé dans un escalier étroit d'un vieux bâtiment. Vous savez le cauchemar que c'est de prendre le virage. Maintenant, remplacez ce canapé par un bloc solide de granit avec le poids équivalent à 50 camionnettes empilées et comprimées dans un seul volume. Et le couloir n'est pas un escalier ouvert, c'est un tube dans la roche vive. En parcourant les galeries du Sérapéum, vous trouvez des coins, des virages à 90 degrés, des angles droits implacables. La géométrie est l'ennemi ici. Pour tourner une de ces boîtes, qui a environ 4 mètres de long, dans un couloir qui a à peine 3 mètres de large, les mathématiques spatiales deviennent un problème insoluble pour des équipes humaines avec des cordes. Il n'y a pas de rayon de braquage. Vous ne pouvez pas simplement manœuvrer. La boîte raclerait les murs, se bloquerait, écraserait tout rouleau de bois placé sous elle. Et pourtant, les boîtes sont là, nichées dans leurs alcôves, souvent abaissées dans des fosses encore plus profondes, positionnées avec une symétrie centralisée parfaite par rapport au mur de la chambre. La preuve définitive de la folie logistique est là, figée dans le temps, dans l'un des couloirs principaux. Il y a un sarcophage qui n'est jamais arrivé à sa destination. Il a été abandonné à mi-chemin, laissé en travers du tunnel. Pour les archéologues, c'est une pièce inachevée. Pour nous, enquêteurs de la mécanique impossible, c'est l'arme du crime, laissée sur la scène. En analysant cette boîte abandonnée, nous voyons l'espace réel qui restait. Il est presque nul. S'il y avait des centaines d'esclaves tyrans, où seraient-ils? Devant la boîte. Il n'y a pas de place pour 200 hommes en file. Derrière, en poussant, il n'y a pas de levier. Et les cordes? Les cordes en fibres végétales de l'époque, faites de papyrus ou de lin, ont une limite de tension. Pour tirer 100 tonnes avec le frottement brutal de la pierre contre la pierre ou de la pierre contre le bois, vous auriez besoin de cordes si épaisses qu'elles seraient impossibles à manipuler, ou de tant de cordes fines qu'elles deviendraient un enchevêtrement inutile. Et si une corde casse sous cette tension, elle devient un fouet sonique, capable de couper un homme en deux. L'environnement de travail ici en bas serait un abattoir. Et considérez l'éclairage. Nous avons déjà mentionné l'obscurité, mais quantifions cela. Il n'y a pas de suie au plafond du Sérapéum. S'ils avaient utilisé des torches ou des lampes à huile, le plafond serait noir de carbone, comme nous le voyons dans des tombes plus récentes et moins sophistiquées. L'absence de suie suggère qu'ils n'utilisaient pas de feu. Des miroirs reflétant la lumière du soleil de la surface? Impossible. La lumière perd de l'intensité à chaque réflexion. Après 3 ou 4 miroirs prenant des virages dans les tunnels, vous n'auriez qu'une lueur diffuse, insuffisante pour des travaux de précision microscopique. Alors, comment voyait-il? Comment mesurait-il la planéité de 2 millièmes de pouce dans l'obscurité totale? À moins que nous n'acceptions qu'ils avaient une source de lumière propre, électrique ou chimique, nous tâtonnons dans le noir, littéralement et métaphoriquement. L'histoire officielle nous demande de croire au miracle de la main-d'œuvre, tout en niant l'existence de la technologie. Mais la preuve physique pointe exactement vers l'opposé. Une technologie avancée, opérée par une main-d'œuvre qui n'avait pas besoin de force brute. Il y a encore la question du matériau lui-même. Pourquoi du granit? Pourquoi apporter du granit d'Assouan à 800 km de distance quand le calcaire local serait beaucoup plus facile à travailler? La réponse peut se trouver dans la physique, pas dans la religion. Le granit rose choisi pour ces boîtes possède une concentration très élevée de cristal de quartz. Et tout étudiant en physique le sait. Le quartz est piézoélectrique. Si vous soumettez le quartz à une pression ou une vibration tectonique, il génère une charge électrique. C'est un fait géologique. Maintenant, regardons le diagramme du Sérapéum avec les yeux d'un ingénieur, pas d'un archéologue. Nous avons une boîte en granit, riche en quartz conducteur et générateur. Elle est isolée à l'intérieur d'une chambre faite de calcaire, qui est un isolant électrique naturel. Et le couvercle a été conçu pour créer un joint hermétique,
possiblement un vide. Conducteur, isolant, vide. Si vous donniez ce schéma de matériaux à un ingénieur électricien aujourd'hui, sans dire que c'est de l'Égypte, il n'appellerait pas cela un sarcophage. Par la définition technique des composants, cela ressemble structurellement à un condensateur géant. Serait-ce juste une coïncidence géologique que les constructeurs aient réuni dans l'ordre exact les 3 éléments nécessaires pour stocker et décharger de l'énergie? Ou est-ce que la fonction originale de cet endroit n'avait rien à voir avec la mort et tout à voir avec la physique? Je veux que vous laissiez votre opinion ici dans les commentaires. En regardant ces matériaux, voyez-vous un tombeau ou une machine éteinte? Regardons-nous une technologie de résonance? Nous savons que la grande pyramide de Gizeh, qui partage des caractéristiques d'ingénierie avec ses boîtes, ne contenait pas non plus de momies et est construite avec du granit massif dans ses chambres internes. Il y a une connexion fonctionnelle ici. Les boîtes du Sérapéum chantent. Si vous êtes à l'intérieur et émettez une note vocale spécifique, la boîte répond, amplifiant la fréquence d'une manière qui réverbère dans les eaux. Ce n'est pas accidentel. Les architectes de tombes ne conçoivent pas une acoustique de haute fidélité pour des cadavres d'animaux. Les architectes de machines, oui. Les ingénieurs du son, oui. Quiconque a construit cela comprenait la manipulation des ondes sonores et la physique de la pierre à un niveau que nous commençons seulement à redécouvrir. Mais ici, entre la véritable horreur chronologique, le Sérapéum est daté officiellement de périodes beaucoup plus récentes que les pyramides, vers la 18e dynastie jusqu'à l'ère ptolémaïque. Cela crée un conflit. Si les pyramides, ancien empire, sont le sommet et le Sérapéum est tardif, comment expliquer que la technologie de coupe de pierre au Sérapéum semble supérieure et plus raffinée que dans de nombreuses structures prétendument antérieures? La réponse peut être troublante. La chronologie est fausse ou l'attribution de paternité est fausse. Il est très probable que le Sérapéum soit contemporain, ou même antérieur, aux grandes pyramides de Gizeh, faisant partie de cette infrastructure originale de la civilisation mère. Ce que les Égyptiens tardifs ont fait, c'est trouver le site, peut-être en creusant le sable qui le couvrait, et essayer de le réutiliser émerveillés par ce qu'ils ont trouvé. Ils ont amené leurs bœufs, fait leur cérémonie, rayé leur nom, mais ils étaient des invités dans une maison construite par des géants. Et quand je dis géants, je ne me réfère pas nécessairement à la stature physique, mais à la stature intellectuelle et technologique. Nous avons affaire à un héritage hérité, non créé. Et le Sérapéum n'est pas seul. Si nous regardons de l'autre côté du monde, vers les montagnes des Andes, nous trouverons le frère spirituel et technologique de cet endroit. Les marques d'outils sont les mêmes. L'obsession pour les pierres massives et les emboîtements polygonaux est la même. Le défi à la gravité est le même. Mais cette signature technologique n'est pas exclusive à l'Égypte. À 12 000 km de distance, dans les ruines de Pumapunku, en Bolivie, nous trouvons le frère jumeau de cette ingénierie. Là, des blocs d'andésite montrent la même précision industrielle. Des angles droits qui coupent les doigts et des trous millimétriques qui exigeraient des forêts en diamant à haute rotation. La modularité des blocs en H suggère une préfabrication en masse, pas de l'art manuel. Quiconque possédait la technologie pour les boîtes du Sérapéum était aussi ici, dans les Andes. Il n'y a pas d'érosion qui explique cela, il n'y a pas de ciseaux en cuivre qui fait cela. Nous parlons de surface usinée. L'archéologie conventionnelle nous demande de croire que les peuples Aymara, sans écriture, sans la roue et sans fer, sont montés ici, ont traîné des pierres de 100 tonnes en haut de la montagne et ont ensuite décidé de les sculpter avec une standardisation qui rivalise avec l'ingénierie CNC moderne. Observez la modularité. Les blocs H sont identiques entre eux. Vous pourriez, théoriquement, empiler l'un sur l'autre et ils s'emboîteraient parfaitement. Cela implique un concept de préfabrication et de production en masse. Vous ne faites pas cela dans l'art religieux manuel. Chaque statue serait unique. Vous faites cela en ingénierie modulaire, où les pièces doivent être interchangeables. Et regardez les trous. Dans beaucoup de ces pierres, nous trouvons des orifices minuscules, de quelques millimètres de diamètre, perforés parfaitement à travers la roche dure. La profondeur est constante, le diamètre est constant. Essayez de faire cela avec une perceuse à main moderne, dans un bloc de béton, et voyez la difficulté. Maintenant, imaginez faire cela avec un forêt en os et du sable.
C'est insultant d'insister sur ce récit. La technologie nécessaire pour percer la diorite avec cette vitesse et précision exige des pointes en diamant et une rotation à haute vitesse. Quiconque a été en Égypte coupant des boîtes de 100 tonnes était aussi ici, dans les Andes, ou du moins à partager les manuels techniques. Mais la connexion va au-delà de la coupe. Il existe une théorie chuchotée dans les coins de la recherche alternative qui peut expliquer tant le Sérapéum que les murs de Sacsayhuaman au Pérou. Le ramollissement de la pierre. Regardez les murs incas, ou plutôt pré-incas. Les pierres gigantesques, polygonales, s'emboîtent sans mortier de manière si juste qu'une lame de rasoir ne passe pas entre elles. Mais regardez la texture. Les pierres semblent gonflées, boursouflées, comme des guimauves pressées les unes contre les autres. À certains endroits, nous voyons des marques qui semblent avoir été faites dans de l'argile molle ou de la pâte à modeler. Mais elles sont figées dans le granit et l'andésite. Et si la technologie perdue n'était pas seulement des scies géantes et des lasers, mais de la chimie? Et s'il possédait une substance, dérivée de plantes, ou synthétique, ou une technologie thermique, capable de modifier la structure moléculaire de la pierre temporairement, la rendant malléable? Cela expliquerait comment ils ont réussi des emboîtements parfaits dans des formes irrégulières. Vous ramollissez juste la pierre, la mettez en place, et la gravité la fait se mouler à la pierre, du dessous, créant une union parfaite en redurcissant. Cela expliquerait la vitrification que nous voyons sur certaines surfaces, où la roche semble avoir fondu et être devenue du verre. Et cela nous ramène en Égypte, au célèbre obélisque inachevé d'Assouan. Là, nous avons un monolithe de 1000 tonnes encore attaché à la roche-mère. Les égyptologues disent qu'il a été extrait avec des boules de dolérite, des pierres rondes utilisées pour frapper le granit, jusqu'à ce qu'il devienne poussière. Des millions de coups, des années de travail esclave. Mais regardez les tranchées autour de l'obélisque. Les marques sur les parois ne sont pas d'impact. Elles sont lisses, concaves et régulières. Elles ressemblent exactement aux marques laissées par une cuillère prenant de la glace d'un pot. Comment donnez-vous des coups avec une pierre ronde et laissez une marque concave et lisse d'un demi-mètre de large? Vous ne le faites pas. Cela n'a pas été frappé. Cela a été raclé. La roche était molle, où l'outil utilisé convertissait la roche en poussière ou plasma instantanément, enlevant de la matière avec une facilité qui nous est étrangère. Cette signature de cuillère apparaît à Assouan, apparaît au Pérou et apparaît dans des mégalithes en Chine dans les carrières de Yangshan. C'est une empreinte digitale globale, la même technique, les mêmes marques, la même obsession pour déplacer des poids impossibles. Nous assemblons un puzzle où les pièces sont des continents, et l'image qui se forme est celle d'une civilisation globale interconnectée. Ce n'étaient pas des tribus isolées découvrant la roue. C'étaient des ingénieurs planétaires, opérant à une échelle qui fait ressembler nos gratte-ciel à des jouets fragiles. Nos bâtiments durent 100, 200 ans avant que le béton ne commence à faillir et l'acier à se corroder. Leurs structures sont ici depuis 5 000, 10 000, peut-être 20 000 ans, et sont encore debout. Ils ont construit pour l'éternité, alors que nous construisons pour l'obsolescence programmée. Et au centre de ce mystère, revenant au Sérapéum, réside la question de l'énergie. Si ces boîtes sont des batteries, si les pyramides sont des usines de force, comme le suggèrent des théories sur la conduction électrique de l'aquifère souterrain du Nil, alors où cette énergie allait-elle? Qu'alimentait-elle? Ceux qui ont poli l'intérieur des boîtes de granit avec une précision de miroir savaient quelque chose sur la nature de la réalité que nous avons oubliée. Ils n'empilaient pas seulement des pierres, ils manipulaient le tissu du monde physique. Et si le Sérapéum n'est pas seulement un dépôt de machines, mais la salle sécurisée d'un complexe beaucoup plus grand que nous ne comprenons pas encore? Regardons ce qui a été trouvé à proximité. Saqqara n'abrite pas seulement ces boîtes monstrueuses. Sous la pyramide de Djéser, à quelques pas d'ici, les archéologues ont trouvé plus de 30 000 vases en pierre. Pas de la céramique, pas de l'argile. De la pierre, albâtre, diorite, schiste, porphyre. Des matériaux extrêmement durs. Et pourtant, beaucoup de ces vases sont des chefs-d'œuvre de tournage. Oui, de tournage. Ils sont parfaitement circulaires, avec des parois si fines qu'elles deviennent translucides, et avec un équilibre gravitationnel si exact que si vous placez un de ces vases à base arrondie sur une surface en verre, il oscille
et revient se mettre parfaitement debout, comme un culbuto d'ingénierie. Comment videz-vous l'intérieur d'un vase en diorite dur, à travers un goulot étroit, où passe à peine un doigt, et laissez l'intérieur aussi parfaitement lisse que l'extérieur, sans outil de coupe rotatif à haute vitesse? Essayez d'imaginer un artisan avec une pierre à la main frottant du sable à l'intérieur d'un goulot de 2 cm pendant toute sa vie pour faire un seul vase. Maintenant, multipliez cela par 30 000. L'échelle industrielle de la production à Saqqara crie « fabrication avancée », pas artisanat ritualiste. Le sérapéum et ses vases sont des fruits du même arbre technologique. Ils représentent une capacité de façonner le monde matériel que nous, avec toute notre arrogance numérique, aurions du mal à répliquer en masse. Cette connexion nous force à réévaluer la pyramide à degrés elle-même et les complexes alentours. L'histoire dit que Djeser et son architecte Imhotep ont inventé l'architecture de pierre taillée à partir de rien. En un clin d'œil historique, l'Égypte est passée de l'empilement de briques de boue à la coupe et l'empilement de calcaire et de granit avec une précision millimétrique. Il n'y a pas eu d'évolution, nous ne voyons pas la pyramide de test qui a échoué, ou le sarcophage tordu d'entraînement. La technologie apparaît prête, parfaite au sommet de sa sophistication, et ensuite, au long des dynasties suivantes, elle décline. Les pyramides postérieures sont des tas de décombres, des imitations pâles, faites de briques crues, qui se sont effondrées avec le temps. C'est l'opposé de l'évolution technologique humaine. Nous allons de la charrette à la voiture, à la fusée. L'Égypte dynastique est allée de la fusée à la voiture et ensuite à la charrette. C'est le signe classique d'une civilisation post-apocalyptique, essayant désespérément de retenir les fragments d'un passé glorieux qu'il ne comprenait pas totalement, mais vénérait. Le sérapéum est le sommet de ce passé. C'est la preuve que l'âge d'or des mythes n'était pas une métaphore, mais une ère de capacité technique réelle. Revenons à l'intérieur de la boîte. Il y a une caractéristique sur les couvercles qui défie l'explication conventionnelle du transport manuel. Les couvercles possèdent des protubérances latérales, des saillies qui semblent avoir été laissées là intentionnellement. Les archéologues disent que c'était pour attacher des cordes et soulever le couvercle. Mais attendez, si vous attachez des cordes à ces saillies et soulevez 30 tonnes, la tension cisaille la pierre. Le granit, bien que dur, est cassant sous une tension de cisaillement ponctuel. Ces saillies ne supporteraient pas le poids si elles étaient soulevées par des cordes rustiques. Cependant, si nous regardons l'ingénierie moderne, ces protubérances rappellent des points d'accouplement pour des griffes mécaniques. Imaginez une machine gigantesque, un bras robotique ou une grue portique, qui descend, emboîte des griffes métalliques dans ses saillies avec précision, verrouille et soulève le couvercle sans effort, le déplaçant avec la douceur de quelqu'un qui ouvre une boîte à bijoux. La présence de ces poignées intégrées dans la pierre suggère que le système de transport était déjà prévu dans la conception de la pièce. Ils n'improvisaient pas avec des rouleaux de bois, ils avaient un système standardisé de déplacement de charge. Et que dire de l'intérieur miroir? Pourquoi polir l'intérieur? Si c'est un cercueil, le client est mort. Il ne va pas apprécier la finition. Si c'est pour les dieux, la partie externe, celle qui est vue, devrait être la plus ornée. Mais ici, nous avons l'inverse. L'extérieur des boîtes, bien que lisse, n'a souvent pas le même polissage vitreux et absurde de l'intérieur. La fonctionnalité était tournée vers l'intérieur. Quoi que ce fût qui était contenu là avait besoin d'une surface sans imperfection. En physique des hautes énergies ou en confinement chimique, les surfaces polies sont essentielles pour éviter l'accumulation de résidus, pour refléter la radiation ou pour garantir un flux laminaire de fluide. Si le sérapéum était une usine de traitement chimique ou nucléaire, les boîtes seraient les réacteurs. Le granit est un excellent bouclier contre la radiation. La taille massive garantit la stabilité thermique. Le joint sous vide empêche les fuites. Soudain, l'idée de tombe de bœuf sonne comme une blague de mauvais goût inventée pour calmer les touristes. Le plus inquiétant, cependant, est le silence. Pas le silence du tunnel, mais le silence des registres. Les Égyptiens étaient des bureaucrates obsessionnels. Ils notaient tout. Combien de jarres de bière ont été faites, combien de pains ont été mangés, qui s'est battu avec qui dans le village des travailleurs. Nous avons des papyrus détaillant des disputes domestiques et des listes de blanchisserie. Mais nous n'avons aucun papyrus, aucun relief, aucun hiéroglyphe contemporain
qui montrent, décrivent ou expliquent la construction et le transport des boîtes du Sérapéum? Rien. Zéro. Comment réalisez-vous le plus grand exploit d'ingénierie de transport de pierre de l'histoire de votre civilisation? Et ne faites pas un seul dessin à ce sujet. Comment aucun pharaon ne s'est vanté de « Moi, le grand roi, j'ai déplacé la montagne de pierre ». Le silence est assourdissant parce qu'il implique que les Égyptiens dynastiques ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas enregistré le processus parce qu'ils n'ont pas été témoins du processus. Ils ont trouvé le Sérapéum déjà là, enterré, silencieux, un fantôme de pierre attendant d'être réoccupé. Ils l'ont adopté, l'ont nettoyé et l'ont utilisé pour leur propre but religieux, croyant peut-être que, en plaçant leur bœuf sacré à l'intérieur de ces machines divines, ils enverraient les âmes des animaux directement vers les étoiles à travers un portail qu'ils ne savaient pas comment allumer, mais savaient qu'il était puissant. Cela nous amène à la question finale de cette étape. Pourquoi cela s'est-il arrêté? Que s'est-il passé? La boîte abandonnée dans le couloir est la clé. Le travail n'a pas été conclu et ensuite la civilisation est tombée lentement. Le travail a été interrompu au milieu d'un quart de travail. La boîte était en train d'être déplacée et soudainement tout s'est arrêté. Les outils ont été lâchés et ont disparu ou pourri. Les lumières se sont éteintes. L'usine a été évacuée. Cela suggère un cataclysme. Un événement soudain, global et dévastateur qui a brisé la colonne vertébrale de cette civilisation avancée, ne laissant derrière elle que les carcasses de pierre indestructibles de sa technologie. Le Sérapéum est un monument à une apocalypse oubliée. Une capsule temporelle d'un monde qui a fini dans le feu ou la glace, nous laissant errer dans les ruines comme des enfants jouant dans les débris d'un vaisseau stellaire. Le Sérapéum est un monument à une amnésie collective. Il prouve que nous ne sommes pas la première civilisation avancée à marcher ici, et peut-être ne sommes-nous pas la dernière. Les boîtes de 100 tonnes restent dans l'obscurité, immuables, se moquant de nos théories de ciseaux en cuivre. Elles ne demandent pas notre adoration. Elles exigent notre humilité. Le mystère n'a pas été résolu. L'enquête a seulement commencé.